chers collègues, chers amis, bonjour. Nous voici une fois de plus pour la suite de notre cours de santé de la reproduction et des soins infirmiers. Hier, comme je l'ai dit, j'ai donné le plan du cours. Nous avons introduit, on a parlé des généralités, nous avons parlé des quelques définitions des concepts et nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de points. Nous voulons aujourd'hui continuer. Et nous allons passer au deuxième point qui est intitulé la maternité à moindre risque. Dans la maternité à moindre risque, nous avions vu hier, on a parlé qu'il y avait les soins qui étaient donnés à la femme au cours de sa grossesse, pendant sa grossesse, après sa grossesse, jusque même l'allaitement, ils étaient inclus dans ce qu'on a appelé la maternité à moindre risque. Alors, faisant suite à cette définition, nous allons voir qu'est-ce que c'est un décès maternel. On parle de décès, mais un décès maternel est plus spécifique. C'est différent quand vous voulez parler d'un décès. C'est différent avec les autres décès. Parce que nous avions dit que ce n'était pas normal qu'une femme puisse mourir en voulant donner une naissance ou en voulant donner une vie. Nous avons trouvé ça vraiment anormal. Et ça n'avait pas de place dans une société. Et parce que quand une femme meurt en voulant donner naissance, ça veut dire qu'on est en train de supprimer la naissance des vies. Alors sans tarder, je vais passer à la définition d'un décès maternel. Un décès maternel, par définition, est le décès d'une femme enceinte ou un décès survenu dans le 42 jours suivant une interruption de grossesse, quel que soit le siège ou la durée de cette dernière, et dont la cause est liée ou aggravée par la grossesse, ou la prise en charge de cette dernière. C'est le risque de décès maternel au cours de la grossesse et de l'accouchement. Une femme qui meurt, elle donne naissance. Après 2 semaines, 14 jours, elle meurt, c'est un décès maternel. Une femme qui vient de donner naissance, après 1 mois, 30 jours, elle meurt, même si elle meurt d'une autre cause, telle que le paludisme, c'est un décès maternel parce qu'on nous prend 42 jours. On nous parle de ce décès qui est survenu pendant qu'elle est enceinte, jusqu'à 42 jours après la naissance. Ou même si elle n'arrive pas à donner naissance, même s'il y a interruption de grossesse, comme on appelle avortement, la femme elle peut mourir. Si elle meurt, c'est un décès maternel. C'est ça la définition du décès maternel. Il y a les risques de décès maternel sur la durée de vie. On veut parler un peu de décès maternel liés à des complications de la grossesse sur la durée de vie. Quand on parle de la durée de vie, vous comprenez de quoi il s'agit. Par exemple, nous parlons de la durée de vie d'un médicament, du paracétamol, de la quinine. On parle de durée de 6 heures à 8 heures du temps. Donc, c'est le temps au cours duquel l'efficacité du traitement du médicament, le principe actif, doit être renouvelé. Alors en Afrique, nous avons un tableau où on a classé les risques par région. Par région, ici, il y a les continents qu'on a mis. Je vais lire. On parle de l'Afrique. En Afrique, 1 sur 16 femmes. Donc le risque est de 1 sur 16. Donc si on prend 16 femmes, parmi ces 16 femmes, il y a 1 sur 15 qui peut avoir le risque de décéder au cours de la grossesse, durant sa durée de vie. Nous, les femmes, nous avons une durée de vie reproductive limitée. Ça veut dire que c'est une période au cours de laquelle la femme peut concevoir et accoucher. Mais il peut arriver que la femme conçoit en dehors de cette tranche d'âge, tel que nous avons des enfants. Hier, je l'ai dit, des enfants qui entrent précocement dans le mariage. On a un enfant peut accoucher avant 18 ans.
ce n'est qu'un enfant. Et tout comme on peut trouver aussi des femmes qui accouchent au-delà de la période normale ou dans la période de ménopause déjà. Alors en Afrique, c'est 1 sur 16, en Asie, c'est 1 sur 65, en Amérique latine et le Caraïbe, c'est 1 sur 130, en Europe, c'est 1 sur 1400. Donc si on prend 1400 femmes, il n'y aura qu'une femme qui va avoir un risque de décéder. En Amérique du Nord, c'est 1 sur 3700. 3700 femmes, une seule a le risque de décéder. Et ici, on fait aussi une petite comparaison entre le pays industrialisé et le pays en voie de développement, dont la RDC. Alors, dans le pays industrialisé, c'est 1 sur 48. Alors que dans les pays en voie de développement ou en développement, c'est 1 sur 1800. Donc, vous voyez combien le risque de mortalité est en train de varier selon les continents. Alors, le deuxième point, on va parler de la mesure de la mortalité maternelle. C'est bien beau de parler de la mortalité maternelle, mais comment on la mesure? Il y a des principes. Nous avons les principales mesures de la mortalité maternelle. Ils sont au nombre de 3. Premièrement, la mortalité maternelle se mesure par le rapport de mortalité maternelle. On écrit autrement RMM, rapport de mortalité maternelle. Deuxièmement, le taux de mortalité maternelle. C'est aussi un indicateur qui nous permet de mesurer la mortalité maternelle. Troisièmement, nous avons le risque de décès sur la durée de vie. Je venais d'en parler. De l'autre côté, on a écrit RDV. C'est comme le rendez-vous. Mais ce n'est pas le rendez-vous ici, c'est le risque de décès sur la durée de la vie. On prend la durée de la vie de la femme. On se dit, si elle entre en activité, par exemple, reproductive à partir de 20 ans jusqu'à 49 ans. C'est ça. L'âge l'âge de la procréation part de 15 ans à 49. Mais il n'est pas préférable, même si on trouve une femme de 16 ans, de 17 ans, un enfant de 16, 17 ans qui s'accouche, ce n'est pas une femme, elle n'a pas encore fini la maturation de ses organes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas accoucher. Elle peut accoucher, mais il y a beaucoup de risques qu'elle puisse avoir de complications. Là, ce sont les indicateurs qui nous permettent de mesurer la mortalité maternelle. Je dis bien qu'ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est le rapport de mortalité maternelle, le taux de mortalité maternelle et le risque de décès sur la durée de vie de la femme. Parlons du rapport de mortalité maternelle. Il représente les risques associés à chaque grossesse ou le risque obstétrical. Le risque associé à chaque grossesse ou le risque obstétrical. Alors, il s'agit du nombre de décès maternels survenant pendant une année donnée pour 100 000 naissances vivantes pendant la même période. C'est la période d'une année. Vous allez vous poser la question, pourquoi on a mis 100 000 naissances vivantes? Parce que je vous ai dit hier, je vous rappelle que quand on veut calculer les indicateurs avec l'indice, la mesure de la mortalité, comme c'est un événement qui est rare, on met la constante de 1000 pour donner un peu de la valeur au chiffre. Parce que si on met en pourcentage, ça ne nous donne pas un chiffre significatif. Ça nous complique un peu. Alors, à un moment donné, c'est comme ça que dans le protocole général, ce n'est pas seulement chez nous en RDC qu'on calcule en multipliant par 100 000 naissances vivantes, mais aussi même dans les autres pays. Alors, ce qui fait qu'on va multiplier par 100 000 naissances vivantes, on prend le nombre de décès. Je donne un exemple. À l'hôpital Saint-Doué, au cours de la période de 2019, par exemple, je dis que c'est un exemple, on a eu 20 femmes qui sont décédées au cours de leur grossesse ou après leur accouchement. J'ai dit bien 20. On va prendre le 20 femmes, nombre de femmes, les décès survenus pendant une période d'une année pour 100 000 naissances vivantes pendant la même période. Alors, on prend les naissances vivantes, on va les mettre et puis on va le multiplier par 100 000. On va voir les formules, ça sera plus facile. Alors, la deuxième mesure, nous avions dit que c'était le taux de mortalité maternelle.
Il mesure à la fois le risque obstétrical et la fréquence d'exposition à ces risques. À quelle fréquence vous vous exposez à quelque chose? Je donne un exemple. Si l'on doit parler de la consommation exagérée du sucre, par exemple, combien de fois une personne consomme le sucre? Et si le sucre, on dit que c'est un facteur exposant à des maladies cardiovasculaires. Et ici, nous avons dit que le taux de mortalité, il mesure à la fois le risque obstétrical et la fréquence d'exposition à ces risques. Cela correspond au nombre de décès survenus pendant une période donnée pour 100 000 femmes en âge de procréer, généralement âgées de 15 à 49 ans. Il y a un peu de différence avec la première mesure qui est le rapport de mortalité maternelle. On va parler maintenant du risque de décès maternel. Le décès maternel, nous avons dit qu'il peut se mesurer sur le 3 mesures. La première mesure, nous avons dit le rapport de mortalité maternelle. Le deuxième, c'est le taux de mortalité maternelle. Le troisième, le risque de décès maternel sur la survie de la femme. Alors, sur la durée de la vie, il tient compte à la fois de la probabilité d'une grossesse et de la probabilité de décéder à la suite de cette grossesse pendant toute cette période féconde d'une femme. Il faut retenir que la grossesse, c'est un risque. C'est un risque que la femme doit prendre ou peut prendre. Pour donner une naissance, ce n'est pas pour faire peur, mais par définition, c'est ça. Mais on va le voir plus loin, on va un peu expliquer en quoi on considère ça comme un risque, quels sont les véritables problèmes qui arrivent. Mais il faut aussi dire, soigner les femmes, c'est un postulat. Mais ce postulat est possible si le personnel de santé accepte de considérer que la mère et le nouveau-né sont un duo inséparable. Tu ne peux pas prendre en charge seulement la femme et tu laisses l'enfant. D'où un milieu de soins, on voit, il est parfois possible de retrouver qu'il y a des discussions entre les gynécologues et les pédiatres. Les néonatologues décident de dire non, l'enfant nous appartient. Or, vous ne pouvez pas séparer, prendre seulement en charge l'enfant, vous oubliez sa maman. Non, parce que si c'est un enfant qui est gardé en néonatologie et qu'il a eu, par exemple, un problème lié à son faible poids, mais il faudrait que vous puissiez relier les informations de sa maman pour comprendre que ce que vous êtes en train d'observer comme événement est lié au problème qui atteint la maman, ou c'est parti de sa maman. Alors c'est plus facile, vous ne pouvez pas séparer les deux. Nous disons en insistant que c'est un duo inséparable. Et cet enfant donne le reflet de ce qu'a été la maman, et la maman donne aussi le reflet de ce qu'est l'enfant. Vous pouvez avoir un enfant qui vous présente un diabète gestationnel et vous devez retourner chez sa maman. Vous n'allez pas partir si rapidement et dire non, les choses ne sont pas comme ça, on ne sait pas, les pédiatres voient l'enfant, les gynécologues voient seulement la maman. Non, les deux, logiquement, dans des institutions qui se respectent, vous allez voir, les deux spécialistes se mettent ensemble, ils décident sur quel plan ils peuvent prendre en charge les deux ou notre duo inséparable. Nous parlons de l'inséparabilité de la santé de la mère et du nouveau-né. Ceci parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui surviennent, nous avions dit, il y a l'influence mutuelle entre la maman et son enfant. Et on peut voir, ceci est dû au fait qu'il y a beaucoup de problèmes. Combien de femmes meurent? Où est-ce qu'elles meurent plus? Quand et pourquoi elles meurent? Où est le problème qui se pose? Alors, par problème, vous allez voir que chaque année, on a au moins 287 000 décès maternels liés à la grossesse ou à l'accouchement. C'est beaucoup. Évidemment, ces statistiques ne sont pas toujours nettes. Il y a beaucoup de données qui ne sont pas incluses dedans.
Dans le sens qu'il y a des décès maternels qui surviennent dans les communautés, dans le milieu rural. On ne sait pas y parvenir pour chercher si réellement ces cas-là sont décédés et c'est un décès maternel. Donc, ce qui fait qu'on peut sous-estimer ou surestimer même. Si l'indicateur, en fait, le dénominateur n'est pas correct, si on utilise la population qui est extrapolée, on va se retrouver que on va peut-être extrapoler en exagérant, mais dans la plupart des cas, ce sont des données qui sont sous-estimées. On a aussi comme problème chaque année 2,7 millions d'enfants qui sont des morts-nés. Donc ils naissent déjà en état de décomposition. Certains, ce sont des morts frais, des morts macérés. Donc vous pouvez voir au cours de l'accouchement, il y a beaucoup de problèmes. Et ceci place la femme dans une position où elle est en train de subir un risque et ça le place dans une mauvaise position. Comme pour autre problème, nous avons au moins 3,3 millions d'enfants morts avant le 28e jour de la vie. Oui, un enfant qui naît aujourd'hui, avant qu'il puisse totaliser un mois, il meurt déjà. On en a beaucoup, vous avez déjà entendu. Alors, la mortalité maternelle, elle est répandue partout, mais plus en Afrique, dans l'Amérique latine, vous allez le voir, et dans les continents d'Asie. La mortinatalité, n'en parlons pas. Il y a quand même beaucoup de décès aussi qui sont liés, qui incluent les enfants de 5 ans jusqu'à ceux d'âge de 24 ans. Et la néonatologie aussi, elle est aussi touchée. Et quand le risque des décès maternels ou les décès maternels intervient, il intervient plus à partir de 3 mois de grossesse, il y a des risques. Il y a de ces femmes-là, une fois enceintes, elles n'arrivent pas à mener à terme leur grossesse. Il y a des complications, il y a des infections qui commencent, il y a des troubles qui commencent, qui empêchent parfois la femme ou la mère même à se nourrir. Ce qui n'est pas une très bonne chose. La maman n'arrive pas à se nourrir correctement, sous l'effet de ses nausées, sous l'effet de palpitations, elle n'arrive pas à manger et ça influence même l'état de santé de son enfant qu'il porte. Donc ces risques montent au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer avec le mois de grossesse. Et jusqu'à arriver au cours de son accouchement, donc le premier jour de l'accouchement, de naissance, il y a un risque aussi élevé chez les enfants. Vous allez le remarquer. Alors, et quand surviennent les 1,2 million de décès néonataux en Afrique? Généralement, nous avons, je vous ai dit, nous avons une période néonatale, nous l'avons dit hier, mais on va revenir dessus. Il y a la période néonatale, il y a la période postnatale, nous avons la mortinatalité et on a une série d'indicateurs démographiques sur base desquels on est en train d'étudier le phénomène mortalité. Les enfants meurent dans la majorité le premier jour et ici ces décès est fonction de plusieurs facteurs. C'est entre autres la qualité des soins, mais aussi ça représente un peu le résultat de la qualité de la consultation préscolaire que l'enfant a subi, que la mère a subi au cours de son suivi. Au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans la vie et de cet enfant, dans les 30 jours, il y a des proportions de décès qui avancent. Donc, plus du quart des décès néonatals ont lieu le jour de naissance. C'est quand même beaucoup. Plus de 70% des décès néonatals ont lieu lors de la première semaine. Il y a certains qui résistent. Au lieu de mourir le premier jour de naissance, ils résistent, soit ils viennent mourir la première semaine, donc on dit la première semaine de la vie, ils meurent. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Quelles sont les causes médicales de la mortalité maternelle? La mortalité maternelle, elle a plusieurs causes, mais ces causes sont regroupées en 2 types. Nous avons les causes directes, obstétricales, directes et indirectes.
On subdivise les décès maternels en décès par cause, obstétricale directe et indirecte. Alors, quelles sont les causes obstétricales directes? Ces causes ici, ils ont été énumérées en fonction de ce qu'on a observé au cours des décès survenus chez la mère. Ça veut dire qu'il y a une série de femmes, une fois qu'ils étaient en train de mourir, on écrivait les causes, on fait la surveillance de la mortalité maternelle. Alors on écrivait les causes, on était en train d'observer, après on a compris que dans les 100% de cas, voyons lesquels qui ont beaucoup de cas. Vous allez remarquer que la majorité, au moins 24%, ils meurent des hémorragies. Anémie, rupture utérine, quand il y a eu ça, quand la femme a fait la rupture utérine, quand la femme a fait cette après-via, ce sont les hémorragies de 3e trimestre, vous connaissez. Alors tout ça, ça retrouve, on les a regroupés dans la catégorie des hémorragies du postpartum ou de anté-postpartum. Ça fait 24%. En dehors de ces 24%, les causes indirectes prennent au moins 20%. Dans les causes indirectes, on va le voir. Après les causes indirectes, nous avons les sepsis ou les infections généralisées. La septicémie, donc une infection qui va au-delà. Donc, c'est généralisé. De donner les fréquences, les proportions de chaque cause. Nous avions parlé des hémorragies qui représentaient 24%, les causes indirectes 20%, les sepsis 15%. Ici, par sepsis, nous avons dit que ce sont des infections beaucoup plus généralisées. Vous appelez autrement la septicémie, quand elle se présente chez une femme enceinte. Et c'est parmi les complications aussi graves qui amènent la femme au décès. À côté du sepsis, nous avons ce qu'on appelle les avortements compliqués. C'est aussi l'une des causes des décès maternels. Après les avortements compliqués, on a les gestoses hypertensives, telles que l'éclampsie ou la pré-éclampsie, présente chez la femme enceinte ou après son accouchement. Nous avons aussi les autres causes et les obstructions obstétricales, telles que obstruction du tubaire, telles que vous avez les causes indirectes, les infections généralisées ou les autres infections, les maladies telles que le paludisme, ainsi de suite. Ça fait partie de causes directes. Alors, on va parler maintenant de causes indirectes. Nous avons dit que les causes indirectes représentaient au moins 20% des décès maternels, dont on retrouve au cours de ces décès des pathologies préexistantes qui ont aggravé la grossesse, ou soit ce sont des pathologies préexistantes aggravées de la présence de la grossesse ou de leur prise en charge. Nous avons entre autres, on a parlé des anémies. L'anémie, il y a des hémorragies et les infections. Nous avons le paludisme, c'est une maladie éclodique, c'est une maladie redoutable pour la femme enceinte ou la femme allaitante. Nous avons les hépatites, le cardiopathie, de plus en plus dans certains contextes où la femme ne peut pas mener sa grossesse jusqu'à terme. Ça peut être l'une des causes des décès chez la femme. À côté, on a aussi le VIH. Le VIH-Sida peut être l'une des causes des décès maternels. Nous avons, en dehors de ces décès maternels, les facteurs qui sous-entendent les causes médicales. Ici, par facteurs qui sous-entendent les causes médicales, nous avons d'autres facteurs qui viennent soit compliquer, soit aggraver la situation de la grossesse ou la situation de la santé de la mère de par leur présence. C'est entre autres les statuts d'infériorité sociale et économique des filles et des femmes. Ça les place dans une position où elles sont sujettes à des décès sans contrôle. Ici, on explique, c'est en limitant l'accès, donc un accès limité aux ressources ou la capacité de prendre une décision. Je donne un exemple. Une femme
qui doit subir une césarienne? La femme vous dit, elle est à l'hôpital, elle vous dit, moi je ne peux pas prendre la décision, il faut appeler mon mari. Et il y a des familles comme ça, il y a des ethnies comme ça, où la femme ne peut pas prendre, nous savons tous en Afrique que la femme ne peut pas prendre la décision par elle-même. Il y a des religions où si la femme ose seulement prendre la décision par elle-même, on la répudie le jour même. Donc, la capacité de prendre cette décision, j'avais parlé de l'autonomie des femmes hier. Je vous ai dit, parfois il arrive que la femme n'a pas la capacité de prendre cette décision. Alors, ce qui fait qu'elle est en face des personnels de santé, mais ce n'est pas elle qui décide de sa santé. Or, pourtant, c'est sa santé. Elle peut dire, non, mais je suis fatiguée, cette grossesse, depuis qu'il y a des menaces, docteur, vous pouvez enlever. Au lieu qu'elle dise, si elle dit ça, la famille, c'est toi qui as décidé. On dirait que quand la femme est mariée, c'est comme si on limitait ses pouvoirs de décision, sa liberté un peu. Donc, ce sont des statuts d'infériorité sociale et économique des filles et des femmes. Il y a des jeunes filles, elle est mariée, elle est chez elle, elle doit subir une intervention chirurgicale, mais elle dit, allez demander l'avis à mon papa. C'est mes parents qui doivent signer. Vous comprenez un peu? Ce sont des choses qui arrivent et dans ces situations, ça rend un peu la décision de personnel médical très compliquée. Deuxième facteur, ce sont les accouchements sans personnel de santé qualifié. Vous trouvez quelqu'un, il a commencé par l'ISTEM, il a fait juste G1, G2, il est venu de l'Est, il est venu du Bas-Congo, il est venu du Kasaï, il se retrouve au Katanga. Alors, il est venu pour étudier, mais il a fait juste une année. La deuxième année, il a arrêté. Il a engrossé une fille. Alors, il ouvre un centre de santé, Mouton. Ou un centre de santé, je ne sais pas qui. Il commence à étudier, à donner le soin. Et on arrive, on se dit, cette personne n'est pas qualifiée à faire ça. Alors, du moment qu'il est en train de perdre son temps, à enseigner, à donner les soins, les gens qui disent, oh, papa docteur connaît les choses. Non. La qualification, c'est aussi quelque chose qui nous permet de bien gérer la santé de notre population. Hier, nous l'avons dit, un personnel, la responsabilité de l'infirmier est celui d'apporter les changements de comportement en le communiquant, d'amener l'organisation des services de santé et d'améliorer la qualité de soins. Mais quand on arrive que ces éléments ne sont pas réunis, c'est pratiquement déplorable. Une troisième chose, c'est une mauvaise alimentation. Une femme qui ne se nourrit pas convenablement, je me dis, en mon introduction parlant par exemple de l'état de santé, quand on parlait de duo inséparable entre la mère et l'enfant. La femme au début de sa grossesse, elle a des nausées, elle a ceci, elle ne mange pas normalement, elle peut arriver à développer l'anémie, elle peut arriver à développer une avitaminose. Donc, l'absence de vitamines. Et ceci peut avoir une répercussion sur l'état de santé de l'enfant en produisant les retards de croissance. La carence en iode, elle ne mange pas normalement. Elle laisse, après, elle a développé le goitre. Au bout d'un temps, vous pensez que cette grossesse va être menée à terme? Non. Donc, elle mange des éléments qui sont dépourvus de calcium ou autres micronutriments. C'est à la base. Donc, une mauvaise alimentation est à la base des décès maternels. Alors, ceci nous dit que c'est pourquoi, parce qu'il y a 1,2 million de nouveaux-nés qui meurent en Afrique. Ces nouveaux-nés meurent de quoi? On va voir les causes des décès chez les nouveaux-nés. La première catégorie de grandes causes qui amènent le décès chez les nouveaux-nés, c'est les sepsis ou les sepsis pneumoniques. Donc, les infections pulmonaires généralisées qui, à eux seuls, correspondent à 27%. C'est quand même beaucoup. À côté de sepsis, nous avons les asphyxies. La plupart d'enfants, nous avons dit qu'il y avait une proportion élevée de décès chez les nouveau-nés le premier jour. Vous allez voir dans la plupart des cas, c'est les difficultés respiratoires. L'enfant a été asphyxié quand il est sorti. Non, il ne respirait pas bien, il est devenu bleu. Au bout d'un temps, l'enfant est décédé.
Donc, c'est quand même quelque chose qui nous contraint à faire une bonne surveillance. À côté, on a les problèmes des infections prénatales, donc de la maman, qui ont été transmises, ça représentait 23%. On a les tétanos, qui correspondent à 9%, 6% des infections congénitales, 7% des autres infections, et nous avons aussi les diarrhées qui représentent les causes des décès chez les enfants. Quelles sont alors les actions pour une maternité à moins de risque? Première action, c'est une action législative et politique. L'action législative et politique. Un engagement politique pourrait permettre de réduire la mortalité maternelle. C'est dans le sens où il y a des pays qui sont engagés. Par exemple, on peut prendre la Namibie, et ils sont très engagés dans la prévention de la mortalité maternelle. Dans le sens où certains soins de la femme enceinte et la femme allaitante sont pris en charge déjà par le gouvernement ou les organismes. Cela dépend de la politique du pays et même de la loi. La loi décide, une femme ne peut pas mourir. Ailleurs, il n'y a pas de décès. C'est anormal qu'on puisse continuer à avoir des décès alors que la femme veut donner naissance à une vie et elle emporte cette vie qu'elle voulait donner et elle-même meurt. Ce n'est pas normal. Nous disons qu'il y a un engagement politique qu'il faut préconiser. Dans cet engagement politique, il y a des points sous base desquels on doit insister. C'est sur la mobilisation de ressources nécessaires. Le gouvernement doit mobiliser les ressources nécessaires pour la prévention de la mortalité maternelle. À côté de cela, on doit avoir les prises de décisions politiques essentielles. Quelle est la politique de notre pays et en quoi elle est essentielle pour permettre à ce qu'on fasse la prévention de la mortalité maternelle? Ce sont des controverses. Mais ce qui est curieux est qu'on arrive parfois, l'État est démissionnaire, comme je peux le dire. Donc, il ne sait pas prendre ces décisions pour sauver la vie des mères. Donc, ce sont les deux choses dans l'engagement politique ou l'action législative. Deuxièmement, toujours dans l'action législative, nous avons ce qu'on appelle la planification familiale. Dans la planification familiale, on doit avoir une politique ou des politiques qui précisent. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'éliminer les facteurs juridico-sociaux, économiques et culturels qui limitent aux femmes la maîtrise de leur sexualité et de leur reproduction. J'explique, il y a des facteurs juridiques. Par exemple, il y a des pays où on accorde, l'avortement est reconnu. Mais la RDC ne reconnaît pas l'avortement, il n'autorise pas. Si normalement on attrape quelqu'un en train de faire un avortement, on peut le coffrer. Il y a beaucoup d'exemples, on a vu parfois certains de nos amis manquaient leur diplôme, ou ils avaient leur diplôme, ils se sont vus qu'on les a arrachés et être emprisonnés à cause de ces actes liés aux avortements. Nous avons les facteurs sociaux qu'on venait d'évoquer. Une femme, elle est mariée, mais elle se réfère toujours à ses parents. Ou une femme mariée doit attendre la vie de son mari parce qu'on sait qu'en Afrique, les femmes doivent se soumettre. Je ne sais pas par soumission chez nous, dans nos contextes, comment on comprend ça. Parfois, l'économie, le plan économique. La femme n'a pas assez de moyens. Il faut attendre que le mari puisse revenir, qu'il lui donne l'argent. Il y a des cultures qui limitent aux femmes de maîtriser leur sexualité. Il y a des cultures où on fait par exemple des mutilations de femmes. Donc on a besoin de remplir toutes ces conditions pour qu'on puisse arriver à protéger la femme et réduire le taux de mortalité maternelle. Nous avons le taux de prévalence contraceptive par région. En Afrique subsaharienne, nous disons seulement que les enfants, c'est un des dons de Dieu. Dieu veut, nous aussi, on le veut, il n'y a pas de problème. Si c'est Dieu qui donne les enfants, non. Dieu donne les enfants, mais vous, Dieu vous a donné l'intelligence de gérer comment avoir ces enfants. Si vous les avez en désordre, vous allez pénaliser la santé de ces enfants. Nous avons par exemple l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Là, il n'y a pas vraiment beaucoup trop de contraceptifs. Et l'Afrique du Nord,
la contraception augmente. En Asie, on exclut la Chine. La Chine était le pays, même actuellement, le plus peuplé du monde. Au départ, c'est actuellement que les Chinois commencent à limiter les naissances. Ils ont droit à avoir juste un seul enfant par ménage. Mais dans l'ancien temps, ce n'était pas le cas. Même en Amérique latine, on fait aussi la limitation des nombres de naissances par l'application des contraceptifs. On a les contraceptifs par région, et ici on nous donne le ratio de mortalité maternelle. Si on les compare, on trouve qu'en Afrique, il y a beaucoup de décès maternels et moins d'utilisation de contraceptifs. Deuxième élément, dans le cadre de la planification familiale, nous avons les adolescents et les enfants. Ils ne sont pas gérés de la même façon. Ici, il y a au moins 4 points, on va en parler. Cela, l'adolescence et l'enfance, ils diffèrent par un certain nombre de points. Mais quels sont les problèmes auxquels ils font face? Ici, différer l'âge du mariage et de la procréation. Il faut faire la différence lorsqu'on a des adolescents sur ces points. Ça va nous permettre d'éviter les cas de décès maternels. Développer l'accès des filles et des femmes au monde professionnel et à celui de l'éducation. Ce sont les paramètres sur lesquels on devait tabler dessus pour diminuer les décès. Parce qu'une femme, quand elle est occupée à ses études, en moyenne d'âge, elle va terminer toute son université, si on inclut le master, autour de 27 ans d'âge. Et cette femme, si elle doit commencer à s'accoucher à cet âge-là, 27 ou 28 ans, donc probablement, elle ne va pas avoir trop de risques parce qu'elle n'a pas d'organes immatures. Elle ne va pas aller dans le camp de ceux qui commencent à avoir des enfants trop tard. Non. Et ça va le permettre, si elle est informée, elle est plus éduquée, à un certain moment, elle va prendre ses propres décisions pour sa propre santé. Il faut la promotion d'une bonne alimentation pendant l'enfance et l'adolescence. Parce que vous voulez que la femme puisse être en bonne santé, mais il y a un dicton qui dit, nous sommes ce que nous mangeons. Et une femme, si vous la nourrissez très bien en étant jeune enfant, elle va produire la qualité de son alimentation chez ses enfants. C'est une génération que vous êtes en train de préparer. Donc, parmi les politiques, on doit promouvoir aussi l'encadrement de l'adolescence et de l'enfant. Quatrièmement, donner aux adolescents la possibilité d'assumer la responsabilité de leur propre santé sexuelle. Donc, il faut en parler. Je disais que les adolescents, il faut parler avec eux de leur responsabilité sur leur santé sexuelle et génésique, accéder aux informations et aux services de santé. Comment un adolescent peut-il se rendre à un service de santé, un service de soins, mais il doit avoir suffisamment d'informations. Je donne un exemple à ce niveau. Chez nous, un enfant de 15 ans ne peut pas se faire vacciner contre la tétanos. Il ne le fait pas, il ne reçoit pas les vates. Mais ailleurs, un enfant de 15 ans, il reçoit les vates et dans son sac, il se promène, il a même les préservatifs. Chez nous, non. Donner les éléments sur base desquels il fallait insister pour améliorer la santé de l'adolescent et des enfants. Et le dernier point parlait de donner aux adolescents la possibilité d'assumer la responsabilité de leur propre santé sexuelle et génétique et d'accéder aux informations et aux services de santé. Nous insistons sur le fait qu'il faut leur laisser la possibilité qu'ils soient responsables de leur propre santé et de leur propre état génétique et d'accéder aux informations. On ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'est pas en possession de bonnes informations. Et il peut même décider d'aller au service de santé. Et c'est là que je dis, en Occident, on a les jeunes gens, les adolescents qui se promènent avec les préservatifs et on pense qu'on est en train de pousser les jeunes à une sexualité forcée. Mais non, ce sont des choses qui arrivent, on se dit, il faudrait qu'on puisse avoir un esprit ouvert, laisser les adolescents se développer normalement. Ici, nous voulons insister sur un aspect de choses parlant de la nutrition et de la santé. La nutrition est liée à la santé.
Donc ici, on a mis une image qui reprend la relation entre la nutrition et la santé de la mère et celui de l'enfant. Par exemple, alors, tout commence par quoi? Une femme qui est mal nourrie. Elle est mal nourrie. Indirectement, qu'est-ce qui se passe? Elle va arriver que la nutrition fœtale sera inadéquate pour son enfant. Alors, cette nutrition inadéquate va pousser à ce qu'on puisse procéder par le rattrapage de croissance insuffisant. Ça va nous donner, elle va donner naissance à un bébé avec insuffisance pondérale à la naissance. Cet enfant qui a l'insuffisance pondérale à la naissance va évoluer, il aura quoi? Ça sera un enfant rabougri. Rabougri, donc les capacités mentales seront ralenties. Et cet enfant qui a des capacités mentales ralenties va nous donner un adolescent qui a des capacités physiques diminuées. Quand on lui demande de soulever une table, il est incapable. Il dit non, venez m'aider, j'ai mal au bras. Non, on ne peut pas gérer une génération comme ça, d'où j'insiste que la santé de la femme, elle est considérée comme une plaque motrice du développement de vie, du développement de la santé. Si elle est bien nourrie, elle va bien nourrir son enfant va grandir avec une bonne santé, il va devenir un adolescent ou une adolescente capable de revenir parce que ça fait un cycle de vie. Troisième élément sur base duquel il faut insister, c'est la restriction de l'accès aux soins. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder aux soins par rapport aux conditions qui sont posées. Si aujourd'hui, par exemple, je demandais à l'un des étudiants de quitter cet auditoire, d'aller à l'hôpital Don Bosco, et d'autres, je lui demande d'aller au dispensaire qui se trouve ici au Home 10, donc à côté de Home 10, le petit centre qui est là-bas dedans. Vous allez vous rendre compte que les gens auront plus tendance à aller au centre et pas chez Don Bosco. Chez Don Bosco, il faut attendre une certaine catégorie de personnes qui ont un peu d'argent, qui se disent oui, ils sont capables de s'offrir le soin qu'ils veulent. Alors, ici, on insiste sur le fait qu'il faut lutter contre les facteurs qui limitent l'accès de soins. C'est par exemple, ramener le coût de prestation au minimum. Mais cependant, c'est bien de réduire le coût de soins. Cependant, les agents de santé doivent bénéficier quant à eux de la sécurité de l'emploi. Les infirmiers sont là en train de travailler, les femmes sages sont là en train de travailler, mais est-ce qu'ils sont sécurisés sur le plan de l'emploi? Et le salaire n'est pas raisonnable. Par contre, on insiste sur le fait, si le salaire est raisonnable, ces gens vont donner les soins de qualité et ils doivent disposer des fournitures voulues pour faire leur travail. On a des agents de santé qui doivent bénéficier quant à eux de la sécurité de l'emploi, du salaire raisonnable et doivent disposer de fournitures voulues pour faire leur travail. Ils ont les soins, ils sont bien payés, ils sont motivés à bien faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai été à l'hôpital et j'ai vu un étudiant, une étudiante de l'ISTEM à qui je donnais cours. La manière dont elle m'a reçue, comme j'étais un peu déguisée, j'ai fait semblant, moi je l'ai reconnue, mais elle ne m'a pas reconnue. La manière dont elle était en train de réagir pour la prise en charge, elle dit non, il est tard, je suis fatiguée. Si vous commencez à donner les médicaments maintenant, donc la nuit on ne saura pas dormir. Mais moi j'avais mal. Elle refuse de me donner un soin. Tout ça pourquoi? Ce n'est pas aussi de sa faute. Mais de l'autre côté, j'ai eu mal et j'ai eu honte de l'avoir formée. Parce qu'on vous forme pour que vous appliquiez de bonnes manières. Vous devez changer. À côté de la sécurité des agents, on parle de donner aux femmes davantage de pouvoir de décision. Il faudrait que les femmes arrivent dans notre milieu à décider sur leur propre santé. Quand est-ce qu'elles doivent aller à l'hôpital si elle a mal au ventre? Il y a des femmes qui commencent à saigner le matin, elle est enceinte, les saignements commencent le matin, mais elle doit attendre le mari qui va revenir à 18 h. Donc le mari vient du boulot avec la fatigue, alors il l'oblige, ah je me sens pas bien, j'ai mal au ventre et puis je saigne, accompagne-moi à l'hôpital. Vous voyez que ça n'a pas de sens et cette femme n'est pas responsable de sa propre santé. Donc, en particulier, comme ça concerne sa propre santé, la femme doit arriver à décider d'elle-même. Soit elle va aux soins, soit si elle ne va pas aux soins, elle est conséquente de ce qu'elle va, elle aura comme problème.
Quatrième de chose, c'est la réglementation de la pratique médicale. On doit arriver à réglementer les pratiques médicales. Il y a une différence entre les gestes, les actes médicaux et les soins infirmiers. Les soins infirmiers, j'insiste, ce ne sont pas les actes médicaux. L'injection n'est pas un soin infirmier. La suture n'est pas un soin infirmier. Mais les soins infirmiers, vous connaissez, ils sont basés sur les réponses aux besoins perturbés du malade. Mais les infirmiers, vous êtes devenus des démissionnaires, donc incapables de faire ce que votre profession vous exige. Alors, par la réglementation de la pratique médicale, on veut qu'il y ait l'élaboration de protocoles, les dérèglements. Quels sont les soins maternels auxquels la mère doit s'attendre? Quand est-ce qu'il faut transférer une femme? Quand est-ce qu'on décide que cette femme ne peut plus continuer à rester chez nous? On l'envoie dans une structure où on peut lui donner les soins. Les responsabilités de chaque niveau, la supervision, les déploiements des agents de santé, la rémunération, quand est-ce qu'arriver même à notifier les cas? La rémunération, tout ça, ça doit être décidé. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'on se retrouve qu'il y a d'abord, départ la prime des risques, il y a de longues différences entre les professions. Les médecins se plaignent qu'on leur donne la prime des risques, les infirmiers disent que la prime des risques est insuffisante. Je ne sais pas maintenant vous avez combien. Je sais qu'il y a certains qui arrivent à avoir 12 000 francs comme prime des risques. Pour avoir torchonné, pour avoir lavé un malade, pour avoir fait. Donc, ce n'est pas pour vous pousser à réagir ou à vous révolter, mais c'est pour vous pousser à réfléchir sur la réglementation de la pratique médicale auquel on doit faire face. Il y a l'élaboration et la promotion de programmes éducatifs. Et la formation et les formations sont également importants. On doit promouvoir les programmes éducatifs, les élaborer et passer à la formation. C'est très, très, très important d'avoir ces éléments. Cinquièmement, c'est la délégation d'autorité. La délégation d'autorité, ici, on est en train de parler du contexte dans lequel les centres de santé, s'ils disposent de suffisamment de fournitures, des matériels et des personnes qualifiées, on pense que la qualité des soins sera présente dans leur façon de réagir. Alors, et en particulier dans les régions rurales et reculées, des règlements et des protocoles écrits leur permettant d'organiser le soin, de déléguer certaines fonctions à des personnels des échelons inférieurs. Vous avez un médecin directeur, donc un médecin directeur, il quitte son bureau de direction, il va jusque là qu'on est en train de donner les soins, il dit, ça ce sont les actes que moi seul je vais poser. Non, il peut déléguer ses tâches en disant, telle sage-femme qui est au sein de la maternité, tu peux faire tel acte. Ça ne se délègue pas parce qu'on est copain, on est concubin, non. Ça se délègue parce que tu as évalué la capacité de la personne et la personne est en mesure de faire exactement ton travail. Il y a des règles à observer avant de faire la délégation de tâches chez quelqu'un. On ne délègue pas au hasard. On choisit la personne, on la forme, on lui donne les instructions, en même temps on supervise ce qu'elle est en train de faire. Généralement, on a des cas de décès dans les hôpitaux et comment ça se discute, les gens disent non. L'infirmier va dire non, ce n'est pas ma faute, c'est la faute au stagiaire. Le stagiaire n'est pas reconnu. Si vous, en tant que stagiaire, vous commettez une faute, logiquement, c'est au responsable qu'on doit punir. Mais il arrive de fois qu'on doit punir même l'infirmier ou même les stagiaires. Donc, on doit être responsable de nos actes. Sixièmement, c'est la gestion des avortements. Je le dis, en RDC, l'avortement n'est pas autorisé, mais dans les autres pays, on autorise l'avortement. Moyennement, quelques amendements, soit on vérifie peut-être l'état de la grossesse, complique la santé de la mère. La grossesse, là, il a déjà des malformations qui ont été décelées au cours d'une échographie pelvienne. Donc, tous ces paramètres peuvent faire à ce qu'on est motivé à appuyer l'avortement.
Alors, on doit avoir une législation appropriée qui doit permettre d'offrir des soins assurant la prise en charge de complications de l'avortement et les soins post-avortem. C'est très important. Après cet avortement, il y a des soins. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui ont connu des avortements. Après ces avortements, elles n'arrivent plus à concevoir et avoir des enfants. C'est très déplorable. Alors, au sein de la communauté, nos sociétés, nous avons des interventions. On va parler des interventions au sein de la société, de la communauté. La première intervention, c'est l'appui de famille et de communauté qui doit être décisif. Il doit être décisif, c'est dans l'objectif de réaliser la réduction de la mortalité maternelle. Comment ça? Les comités locaux jouent un rôle déterminant et dans la surveillance, l'évaluation de programmes, de façon à identifier leurs points faibles et à prendre les mesures voulues pour y remédier. Dans les familles, si vous leur dites, vous voyez cet enfant, cette femme qui est morte, je suivais avant-hier une de mes étudiantes, j'ai vu qu'elle a posté un message sur son statut WhatsApp que sa grande sœur est décédée. Et puis elle a dit, ah, la maternité, nous voulons avoir des enfants, mais les enfants commencent à nous emporter dans la tombe. Ça m'a beaucoup fait mal. J'ai directement réagi, je lui ai posé la question. Elle a dit, c'est ma grande sœur. Elle est décédée de suite d'un accouchement. J'ai dit, mais ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle avait? Elle me dit, non, elle avait un placenta previa. Je lui ai dit, mais ce sont des choses qui sont prises en charge. L'enfant est mort et la maman aussi, elle est morte. Et la maman a fait quoi? Non, 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 elle a fait une rétention placentaire. C'est pas normal. Alors, les familles doivent avoir la capacité de prendre des décisions, même les communautés, afin qu'on arrive à résoudre les problèmes qui sont liés à la mortalité maternelle. Nous avons un autre point dans les interventions. Il faut jouer sur les communautés et les systèmes de santé. Je vous ai dit hier que notre politique sur la santé de la reproduction est basée sur un certain nombre de principes. Le système de santé d'un pays influence la qualité des soins qu'on reçoit. On peut avoir des soins familiaux communautaires et des services de santé de proximité qui sont mobiles. Si une femme est en train de saigner, par exemple, dans une communauté, on peut appeler le service mobile. Hier, j'avais donné l'exemple de l'équipe mobile à la riposte de Covid-19. Ces gens sont toujours en mouvement et ils peuvent nous être utiles dans le sens où leur rapidité à venir récupérer les cas pourra nous permettre de limiter les dégâts. Mais à côté, on a aussi les hôpitaux ou les établissements de soins on doit les avoir. Aujourd'hui, chacun, vous allez terminer, vous allez commencer à créer vos boîtes, vos petites boîtes de soins dans la cité. Et les malades, quand vous voyez qu'elle va mourir maintenant, c'est alors que vous les transférez à Saint-Louis ou aux cliniques universitaires. Ce n'est pas normal. La deuxième des choses sur lesquelles on doit lutter dans le système de santé, c'est que les femmes ont besoin qu'on les aide pour accéder aux soins essentiels. Les femmes ont besoin de l'aide. Les femmes et les enfants sont placés dans un groupe de personnes à haut risque. Ce n'est pas le risque qui est lié à leur état en tant que femme, en tant que position. C'est le risque qui est lié aux facteurs qui les aggravent, qui les compliquent à ce qu'elles puissent prendre en charge leur propre santé. Je vais citer quelques facteurs. C'est entre autres, on parle de retard. Je vais utiliser, il y a 4 formes de retard. La première forme de retard, c'est le retard à identifier les dangers et la prise de décision. Une femme qui saigne, elle pense que ce n'est pas un danger. Une femme qui est en train de voir l'écoulement des liquides amniotiques, elle est à la maison. Quand elle ne sait pas que c'est un danger, elle va attendre de son mari qui va revenir à 22h. Et à 22h, elle va dire à son mari, j'ai mal, je ne me sens pas bien, accompagne-moi à l'hôpital. Elle ne sait pas prendre la décision. C'est un retard, le premier retard. Deuxième retard, c'est le retard de décider de consulter le personnel qualifié. Au lieu d'aller à l'hôpital voir un gynécologue, vous allez voir, non,
je vais voir d'abord les médecins vétérinaires. Là, lui aussi a fait la médecine, non? Même s'il soigne les animaux. C'est pas logique. Vous devez consulter un personnel qualifié en matière de gynéco-obstétrique. Ça, c'est le deuxième R. Le troisième R, c'est le retard dans le transport. On ne sait pas, cette femme qui a pris un retard à identifier le danger, à ne pas prendre la décision, à ne pas identifier le personnel qualifié, il est 22 h. Son mari rentre, on doit la transporter, elle a maintenant des saignements, plus de contractions. Retard dans son transport. Si on la prenait, elle habite par exemple le marché Moïse. Quand est-ce qu'elle va arriver aux cliniques universitaires et dans quel état? Plus il y a des secousses, vous voyez, vous comprenez, sur base de réalité, les dangers que court la femme. Et le quatrième R, c'est le retard à recevoir les soins appropriés à l'hôpital. Elle a mis du temps, elle a commencé à saigner depuis 7 h. Son mari revient à 22 h. Elle a pris le retard à décider d'aller à l'hôpital. Elle a pris le retard dans le transport avant de trouver un véhicule de la marché Moïse. Pendant cette période, avec le transport, ça devient compliqué. Elle doit se rendre à l'hôpital. Elle a un retard de recevoir le soin quand elle arrive à l'hôpital. Il est 22 h, donc elle arrive à 2 h du matin. Elle ne trouve pas un service complet. Le médecin est déjà fatigué. Les infirmiers dorment. Ils sont en train de ronfler. Les licenciés de l'ISTEM. En train de ronfler sous la moustiquaire. Ils vont dire, il faut attendre que les médecins te consultent demain. Hein? C'est alors qu'on va prendre le soin. Vous voyez tout ça? Ce sont les 4 heures qui nous placent dans des situations compliquées. Il y a des images à l'appui et c'est parlant. Ce sont des images qui parlent. Quelles sont les autres actions? Troisièmement, la simple formation d'accoucheuse traditionnelle sans le soutien d'un système de transfert efficace et d'agents de santé qualifiés ne suffit pas à réduire la mortalité. C'est bien, il y a des sages-femmes ou femmes sages, ou je ne sais pas, hommes sages-femmes. Donc, vous êtes là, vous avez été formés. C'est bien beau. Vous avez un bon système de transfert. Comment vous faites pour acheminer les malades? Vous les amenez avec votre véhicule? Vous le faites comment? Ça se passe quand? Est-ce que les personnes qui vont recevoir sont qualifiées? Ça ne suffit pas pour qu'on réduise la mortalité maternelle. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous avez la santé générale des femmes influe sur la santé maternelle. Une femme qui est atteinte du VIH ou d'une autre épidémie, telle que la tuberculose ou le paludisme, elle n'est pas en mesure d'avoir un bon état de santé générale pour qu'elle mène sa grossesse à terme. Ce sont les autres. Ok, nous étions en train de dire, nous avons donné les 4 éléments des autres actions sur base desquelles on devait se munir pour améliorer la qualité de la prise en charge dans l'objectif de réduire les décès maternels. La 5e action à mener, c'est la prévention des grossesses non désirées. Ici, c'est par l'usage des méthodes contraceptives et l'orientation sanitaire, ainsi que la prévention. On peut prévenir de ne pas tomber enceinte en appliquant les méthodes contraceptives et la prise en charge des avortements. Il y a des avortements qui se réalisent dans la cité et qui ne sont pas pris en charge. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Nous avons aussi un autre élément dans la maternité à moindre risque, les actions sanitaires à mener pour lutter contre, donc pour contribuer à la maternité de moindre risque. Nous avons 3 possibilités pour prévenir les décès maternels. Nous voulons prévenir les décès maternels. La première possibilité, éviter la grossesse. Quand on évite la grossesse, on ne va pas mourir de suite de grossesse. Prévenir les complications de la grossesse. Il faut prévenir les complications de la grossesse en allant se faire consulter, en étant à l'hôpital, en étant avec un personnel qui, aujourd'hui, il évalue votre état de santé. Le lendemain, il revient, vous faites les examens, on suit si vous êtes vacciné, si vous n'avez pas d'infection, on se rassure qu'on est en train de faire la prévention des complications de la grossesse. Si une grossesse est compliquée, on sait comment on peut prendre en charge. Garantir la prise en charge appropriée de toute complication. Si dans la structure, ça ne vous permet pas d'éviter la grossesse pour lutter contre le risque, de prévenir les complications et garantir la prise en charge appropriée,
sachez que vous êtes sujet à la maternité avec risque élevé. Mais nous voulons, c'est la promotion de la maternité à moindre risque. Dans la promotion de la maternité à moindre risque, il y a quelques stratégies. La première stratégie, c'est la réduction de la mortalité maternelle. Quand on veut réduire la mortalité maternelle, voici le point sur base duquel on doit jouer pour réduire la mortalité maternelle. Le premier point, les plaidoyers auprès des décideurs et de leur communauté pour la mobilisation de ressources et leur implication dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Les décideurs et les gens de la communauté, ils doivent s'impliquer dans la production de ressources. Ils amènent les ressources. Les ressources, nous avons les finances, nous avons le matériel, nous avons le personnel et nous avons les informations. L'information, c'est aussi une ressource. Le temps, c'est aussi une ressource. À quel moment je vais agir pour prévenir la mortalité maternelle ou néonatale? Deuxième des choses, il faut revitaliser les maternités. Cette revitalisation des maternités passe par les services tels que la CPN, l'accouchement, les CPOL, les planifications familiales, les soins obstétrico-néonatales de base et d'urgence à moindre risque de transmission de l'infection VIH chez l'enfant. Troisième chose dans la réduction de la mortalité maternelle, c'est l'intégration du paquet d'activités de la PTME dans toutes les maternités de la République démocratique du Congo. Le VIH est présent, nous ne devons pas l'ignorer, nous devons travailler en fonction de ce dernier. L'approvisionnement des maternités à médicaments essentiels de la santé de la reproduction, y compris les intrants de la PTME. On a besoin de ça. Il faut approvisionner les maternités. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est infectée du VIH, elle court un risque de 90% de transmettre l'infection VIH chez son enfant. Si elle n'est pas sous traitement, elle n'est pas bien suivie, elle n'est pas dépistée pour qu'on connaisse son état sérologique. Cinquièmement, l'organisation des activités au niveau de la communauté en faveur de la santé maternelle et néonatale. Il faut organiser les activités au niveau communautaire en faveur de cela. La promotion des activités des PTME au niveau de la communauté en rapport avec l'utilisation des services et la prise en charge psychosociale. Les femmes qui sont atteintes du VIH, elles ont besoin qu'elles soient sensibilisées, qu'il y ait des activités qui promouvoient la prévention du VIH dans leur communauté, l'accompagnement dans le cadre de la prise en charge psychosociale. Ce sont les paramètres qui vont nous permettre de réduire la mortalité maternelle. Et en fin de compte, elle doit lutter contre la promotion de la recherche opérationnelle en faveur de la santé maternelle et néonatale. Il faudrait qu'on fasse beaucoup de recherches. Vous allez faire vos mémoires. Il y a beaucoup de gens qui sont à le mémoire, vous faites les évaluations de ceci, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que vos encadrés décident aussi de mener des recherches opérationnelles en faveur de la santé maternelle et néonatale? C'est très important. Je vous ai dit, notre domaine de recherche, nous travaillons sur la santé de la mère et de l'enfant. Les gens qui sont envoyés chez nous, je dis que le prof travaille avec nous sur ces domaines de recherche. On leur demande toujours de travailler dans les domaines de la santé maternelle, mais aussi on vous encourage à initier des recherches opérationnelles en faveur de la santé de la mère ainsi que du nouveau-né. On va parler de la cible de la maternité à moindre risque. Quelles sont les cibles de la maternité à moindre risque? Les cibles sont constituées de, premier point, des femmes en âge de la procréation. Ce sont les femmes qui sont ciblées, les femmes à partir de 15 ans jusqu'à 49 ans. Deuxièmement, les partenaires sexuels masculins des femmes enceintes. Il faut cibler le mari. Les hommes doivent être impliqués dans la lutte contre la mortalité maternelle. Pour contribuer à la maternité de moindre risque, il faut que le mari soit impliqué. Quand vous donnez les soins à la femme, généralement, l'homme doit être présent. On lui explique. Papa, votre femme a une infection. Sur le sait, la prise en charge, elle est
elle est recommandée. On va donner les médicaments à votre femme, on va aussi vous donner. Si la femme rentre seule et dit non, on m'a donné ces antibiotiques pour l'infection, tu peux prendre. Les hommes prennent difficilement les médicaments. Mais en étant en présence d'un personnel médical, ils peuvent dire non, 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 en tout cas, je suis impliqué dans cette santé parce que si nous voulons avoir notre bébé, papa doit se faire soigner, maman doit se faire soigner. Dans les cas contraires, nous sommes en train d'entretenir un terrain qui va nous empêcher d'avoir notre propre santé et notre bébé en bonne santé. À côté de ces deux cibles, nous avons le troisième cible, c'est le nouveau-né. C'est ça notre cible. On doit cibler le nouveau-né. Nous voulons faire la réduction de la mortalité ou contribuer à l'amélioration de la maternité à moindre risque. C'est la santé aussi du nouveau-né. Quand il est né, qu'est-ce qu'on a donné comme soin? Qu'on ne néglige pas. Il y a des enfants qui naissent, après quelques temps, ils meurent. Nous avons à côté des cibles les structures de prestations de santé de la reproduction. Les activités en rapport avec le composant de la santé de la reproduction. Les composantes, on les a vues et elles sont au nombre de 9. Ils sont intégrés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. On commence par la pyramide. Au bas de la pyramide, nous avons le centre de santé et l'hôpital général de référence. Mais aussi, on peut avoir un centre de santé de référence dans une aire de santé rurale. Pour cela, on se réfère au paquet minimum d'activités ou au paquet complémentaire d'activités pour prendre en charge les patients. Alors, quelles sont les interventions au cours qui sont en faveur de la santé de la mère et du nouveau-né en Afrique? Vous avez entre autres les CPN, les consultations prénatales. C'est très important. Vous avez en même temps les services de maintenance à l'hôpital, à la maternité. Il faut prendre en charge les femmes. Après ça, il faut le soin postnatal. C'est très important. À côté de ce soin postnatal, vous avez l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois. Après la naissance, c'est très important. Et puis, vous avez la vaccination contre les maladies de l'enfance. Les enfants doivent être... Ce sont quelques interventions en faveur de la maternité à moindre risque. C'est très, très important à savoir.